Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Elfriede Jelinek. Il s'agit d'une écrivaine autrichienne qui est reconnue pour avoir gagné le prix Nobel de littérature. Son roman le plus connu est La pianiste, qui a été l'objet d'une adaptation cinématographique par Michael Haneke avec Isabelle Huppert qui jouait le rôle principal. Ceci dit, La pianiste est un roman qui, à mon sens, n'est pas représentatif de l'œuvre de Jelinek. Euh, c'est un roman assez standard avec des personnages facilement identifiables, avec une intrigue que l'on suit, puis même une implication pour le lecteur émotive dans cette intrigue-là. Cette façon de faire un peu classique va perdurer avec le roman suivant qui est Les Exclus, qui est un roman qui commence de façon assez rude par une agression. Je vais vous lire le début qui est vraiment l'incipit, là. Vous verrez un peu. Au cours de la nuit, vers la fin des années 1950, une agression est commise dans le parc municipal de Vienne. Pour ce faire, les personnes suivantes s'agrippent à un promeneur. René Maria Witkowski et sa sœur jumelle Anna Witkowski, Sophie Pachofen, jadis von Pachofen, et Hans Sepp. René Maria Witkowski s'appelle ainsi d'après René Maria Rilke. Tous ont dans les 18 ans. Hans Sepp est un peu plus âgé, mais manque lui aussi totalement de maturité. Des deux filles, Anna se montre la plus enragée. Révélateur, elle s'occupe surtout de la façade de l'agressé. Il faut un courage tout particulier pour lacérer le visage d'un homme qui vous regarde en face, même s'il ne peut pas voir grand-chose à cause de l'obscurité, ou plus précisément, pour viser ses prunelles. Car les yeux sont le miroir de l'âme et ce miroir devrait autant que possible rester indemne. Sinon, tout porte à croire que l'âme s'en est allée. Donc, on embarque dans le roman et déjà, on a 4 personnes qui sautent sur un promeneur et il est question de lacération du visage. Donc, c'est une espèce de choc en rentrant et le roman va décrire euh, comment ces 4 personnes-là sont des exclus de la société. Ceci dit, on a encore affaire à une structure narrative standard. On a une histoire encore là reconnaissable, mais ça va glisser à partir du texte suivant qui est Loust. Parce que l'œuvre de Jelinek est une œuvre éminemment politique qui va défaire les mythes que l'on rencontre en Autriche. Et c'est une œuvre rigoureusement avant-gardiste dans l'écriture. Ce qui fait que de plus en plus, la notion de personnage va s'effriter, la notion d'intrigue va disparaître. Si vous pensez à ce que je viens de lire avec les exclus, regardez comment ça se transpose avec Loust. Encore là, je vous donne l'incipit, donc le tout début du texte. Des voilages se tendent entre la femme dans son habitacle et les autres qui possèdent aussi des maisons particulières et des particularités. Les pauvres, eux aussi, ont leur demeure, où sont réunis leurs visages avenants. Seule la ligne de partage est éternellement la même. Restant à leur place, ils s'endorment et marquent ainsi leur lien avec le directeur qui souffle, vivant, est leur Père éternel. Donc, vous voyez, là, on n'a même plus des noms. Ce sont des fonctions. Il y a une femme, il y a le directeur. Et plus on va avancer, plus ça va être comme ça et ça va être des descriptions de situations, mais les situations entre elles ne font pas une histoire linéaire. Je disais qu'Jelinek va combattre
les mythes autrichiens, le mythe fondateur auquel elle va s'attaquer, c'est l'idée que les Autrichiens ont été victimes des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale et que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une dénazification. Elle va dire non, 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 l'Autriche est éminemment raciste, elle est éminemment misogyne et elle va le dénoncer dès qu'elle a une chance. Il va y avoir chez elle une influence de la génération d'avant des écrivains, ce qu'on va appeler le cercle de Vienne. Encore là, dans cette réflexion de qu'est-ce que le langage, comment il fonctionne. Si vous voulez avoir une bonne idée, il y a un film qui existe. Le film La pianiste a fait la réputation de Jelinek, mais elle a aussi écrit le scénario d'un film de Werner Schröter qui s'appelle Malina. C'est un film qui est assez facilement accessible sur Internet. Si vous avez une chance, allez le voir. C'est un film magnifique. C'est Jelinek qui signe le scénario et qui adapte un roman de Ingeborg Bachmann, qui est une autre autrice autrichienne que Jelinek admirait grandement. Vous allez voir comment l'histoire n'est pas le centre de l'œuvre, mais comment il y a des passages avec des phrases qui vont marquer une vérité sur la situation des femmes, la situation de l'art. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe là qui est passionnant. Si vous avez une chance de voir ce film-là, ça vaut vraiment la peine. Ses textes les plus récents sont sans doute les plus exigeants. Lorsque la Deuxième Guerre du Golfe a commencé, elle a écrit un texte marquant qui s'appelle Bambiland. Je vais vous en lire un extrait. Déjà il transperce. Il traverse les nuages, le soleil, premier messager de souffrance. Pour le Seigneur, comment s'appelle-t-il déjà? Tout le monde le sait comment il s'appelle. Déjà, l'armée perce la ville, massive et puissante cette armée. Pas assez puissante cependant, elle se ferait un chemin parmi les affamés, les assoiffés, l'armée, et parmi cette ville tout le long, menaçante, ville pleine de monde, ville bien que trop grande, immense en nombre. Aussi mauvais que soient ses actes, cela n'égale en rien ce qu'elle endure, cette ville. Plaisante au fond, à la voir là, posée dans le désert, ses habitants recuits depuis longtemps sous le soleil, en une armée d'argile. Comment pouvons-nous, après tout cela, nous remettre bien avec le peuple de Babylone? On dira ce qu'on voudra, ils ne font que crier « De l'eau, de l'eau, de l'eau! À manger, à manger! Mon fils, mes 2 fils, mes 3 fils, mes 4 fils! Partis, partis, tous, tous! Généralement, c'est les 2 à la fois, de l'eau et à manger. » Donc, vous voyez comment le texte nous plonge dans la situation irakienne tout en faisant un lien avec les textes antiques. Il va y avoir en filigrane la question des Perses qui va surgir comme une espèce de pièce de théâtre qui se cache derrière le texte de Jelinek. Comme je disais, une œuvre exigeante. Elle a écrit de nombreux romans. Elle a écrit également pour le théâtre. Et ces pièces de théâtre, ça dépend desquelles. Il y en a qui sont, comme ses premiers romans, assez standards et où on suit des personnages qui interagissent avec des dialogues. Mais on va arriver souvent devant des textes où on ne sait pas qui énonce le texte.
il n'y a pas de didascalie. Et c'est drôle, ce sont de rares textes théâtraux qui me donnent envie de faire de la mise en scène, parce que comme il n'y a rien, ben, on pourrait tout faire. Ce serait très possible de prendre un texte de Jelinek et le faire réciter par une seule personne, pas de décor, en plein centre de la pièce, ou ce serait possible d'engager plusieurs acteurs qui feraient derrière ce qui est décrit dans le texte. On pourrait mettre des costumes d'époque, on pourrait mettre des costumes modernes, on pourrait mettre pas de costumes. Donc, tout est possible, justement à cause de cette absence de didascalie, de personnages, de référents. Une des pièces plus récentes, emblématiques de ça, c'est Winterreise. C'est une très belle pièce que j'ai beaucoup appréciée. Je vais vous lire encore là un extrait. L'argent, ça ne murmure qu'aux cimes des arbres. On l'entend à peine, pourtant c'est là. Ce n'est plus là, c'est parti. Le vent joue avec la girouette. Le vent joue au-dedans des cœurs, mais à l'extérieur, c'est nous qui jouons. C'est nous qui jouons, ce serait bien beau, mais ça ne se joue que pour nous. Et vive la musique. Là, c'est nous qui jouons avec le voile de la mariée, qui la coiffe, la couvre. Aussi longtemps que possible, la mariée reste sous couvert. Mais ça disparaît. Quelque chose disparaît sous sa robe. Tout disparaît, petit à petit, sous sa robe. Voilà, c'est parti. On en arrive presque à de la poésie. Parce que ce qui est décrit est métaphorique. On n'est pas en train de décrire le quotidien de quelqu'un. Et c'est drôle parce qu'à rebours, je trouve qu'il y a une bonne part de la poésie québécoise actuelle qui est à l'opposé anecdotique. Alors qu'avec Jelinek, le roman et le théâtre n'est pas anecdotique. Il est franchement métaphorique. Alors, une œuvre exigeante, mais une œuvre qui vaut franchement le détour.